Bonsoir à tous, bienvenue au Collège des Bernardins. Il y a 2 mois, un projet de loi a été débattu à l'Assemblée nationale, débattu et adopté en première lecture. Il devrait prochainement être examiné au Sénat et le thème de ce projet de loi, c'est le devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre. Autrement dit, cette loi instaure un devoir de vigilance pour les entreprises françaises à l'égard de leurs sous-traitants. Mais le texte est toujours loin de faire l'unanimité chez les acteurs concernés. Pour les uns, il s'agit d'un texte à minima, pour les autres, d'un texte beaucoup trop flou, voire dangereux pour la compétitivité. Alors pourquoi cette loi ? Elle fait écho à un drame qui s'est produit le 24 avril 2013, l'effondrement d'un immeuble au Bangladesh. Alors cet immeuble était surnommé le Rana Plaza, il abritait plusieurs ateliers de confection travaillant pour diverses marques internationales de vêtements, dont plusieurs vous sont familières, Mango, Benetton, Camaïeu, mais aussi Carrefour et Auchan, des marques que nous portons, que nos enfants portent également. Et à l'issue de cette catastrophe qui a causé la mort de 1129 personnes très précisément, la vigilance des employeurs a été largement mise en cause, sachant que des consignes d'évacuation avaient été données la veille après l'apparition de fissures et qu'elles ont été ignorées. Alors autant les commerces et la banque qui occupaient les niveaux inférieurs ont fermé immédiatement, autant les salariés survivants des ateliers de confection ont dû reprendre le travail, les grandes marques ayant dans un premier temps nié leur responsabilité. Pour information, le journal Le Monde titrait ce matin « Les dernières victimes de l'effondrement du Rana Plaza bientôt indemnisées ». Donc vous le voyez, on est en pleine actualité et force est de constater quand même qu'une réelle prise de conscience s'opère. Entreprises multinationales, politiques, ONG, consommateurs et citoyens, sommes-nous tous responsables face à la concurrence et devant la globalisation de notre économie et des nouveaux enjeux environnementaux et sociétaux? Comment agir et réagir? Ces questions font l'objet du débat de ce soir, un débat organisé en collaboration avec un groupe d'étudiants du Master Droit des Sociétés de l'Université de Cergy-Pontoise, encadré par leur professeur Charles Hanoun, que nous remercions. Mais j'ai assez parlé, je vais laisser parler nos invités. Avant de les laisser parler, je vais les présenter. Daniel Leroy, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. Vous avez démarré votre carrière chez les Verts au conseil municipal de Clermont-Ferrand en charge du développement durable. Élu député au Parlement européen lors des européennes de 1999, vous y siégez pendant 5 ans et vous consacrez alors aux sujets liés à l'agriculture. Et vous êtes aujourd'hui présidente de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale et députée du Puy-de-Dôme. Enfin, vous êtes l'une des personnalités à l'origine de ce projet de loi, de cette proposition de loi en date du 6 novembre 2013 que j'évoquais à l'instant, cette loi relative au devoir de vigilance. On va en parler tout au long de ce débat. Guy Orange, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été avocat à la Cour d'appel de Paris de 1967 à 2007, spécialiste de droit civil, de droit pénal et de droits humains. Vous êtes intervenu dans plusieurs affaires célèbres qu'on ne va pas toutes citer ici. Vous avez aussi défendu plusieurs personnalités civiles, militaires ou religieuses rwandaises en attente d'un statut de réfugié en France après le génocide. Catholique engagé, vous êtes président du CCFD Terre Solidaire depuis 2009. Alors je le rappelle, beaucoup de gens connaissent, mais je le rappelle quand même, il s'agit du Comité catholique contre la faim et pour le développement, et c'est la première ONG de développement en France. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres. Le dernier en date s'intitule « La solidarité, j'y crois ». Très beau titre qui reflète votre engagement. Sandra Cossard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous également. Vous êtes également avocate de formation, vous avez un diplôme de droit. Vous êtes également passé par l'IEP de Paris, par le Collège d'Europe à Bruges, par les Languedoc et la LSI. Vous avez commencé votre carrière dans des organisations internationales, que ce soit au Parlement européen ou au Conseil de l'Europe, avant de travailler pour un projet de coopération de l'Union européenne en Russie. Et à votre retour en France, vous avez rejoint un cabinet d'avocats où vous pratiquez le conseil en contentieux en droit des affaires. Et puis en 2002, vous êtes parti de nouveau à Londres. Vous aviez déjà été pour la LSI, vous y êtes retourné. Vous avez rejoint, finalement, vous êtes revenu en France, vous avez beaucoup voyagé, décidément, vous avez rejoint l'association Sherpa en 2010, une association qui assure la protection et la défense des populations victimes de crises économiques. On en reparlera également. Enfin, Laurent Corbier, bonsoir. Bonsoir. Merci également d'être avec nous ce soir. Vous êtes représentant du MEDEF et directeur des affaires publiques du groupe Eramet. Alors qu'est-ce que c'est que le groupe Eramet? C'est le leader mondial des métaux d'alliage et nous sommes ravis de vous accueillir parce que vous allez nous apporter le point de vue de l'entrepreneur qui est évidemment indispensable dans ce débat. Le MEDEF, on le sait, s'est beaucoup impliqué dans tous les débats autour de ce projet de loi en dénonçant quelque part une démarche de stigmatisation des entreprises au détriment d'une approche plus préventive. Mais là aussi, nous allons en reparler. Justement, pour commencer, on va tenter de comprendre quel est le but de la loi relative au devoir de vigilance, et c'est tout naturellement vers vous que je me tourne, Daniel Leroy, puisque vous êtes, je le disais, à l'origine de ce projet de loi actuellement en discussion. Alors, que recouvre vraiment ce texte de loi? Expliquez-nous concrètement le but de cette loi.
Alors, d'abord, c'est un texte de loi donc, qui a été adopté par l'Assemblée nationale et il faut qu'il soit aussi discuté au Sénat pour avoir valeur nationale. Mais il y a une deuxième chose qui est en cours et qui a été même actée cet après-midi en commission des lois, qui est de faire une proposition de résolution au niveau européen qu'on a appelée RSE+, puisqu'on avait fait une proposition de loi RSE, et dont l'objectif est de proposer les mêmes choses au niveau européen, sachant que c'est sans doute la bonne jauge. Et c'est une des choses d'ailleurs que sans arrêt on a entendu de la part du MEDEF pendant qu'on élaborait la loi en disant on ne va pas être les seuls à partir dans cette aventure. Alors vous voyez, vous avez été écoutés, vous n'allez pas être les seuls puisqu'on interroge l'Europe sur ce sujet. Alors qu'est-ce qu'on demande en définitive? On demande des choses simples. On demande que les sociétés multinationales soient responsables de ce que font leurs filiales et leurs sous-traitants tout au long de la chaîne de valeur, parce qu'effectivement, déjà au niveau européen, pour reprendre cet exemple-là, il y a des choses qui se font par rapport aux travailleurs détachés, après les scandales qu'il y a eu. Malheureusement, c'est souvent les scandales qui font avancer la loi, et c'est dramatique. Et justement, par exemple, dans le domaine de la construction, désormais, les donneurs d'ordre sont responsables de ce que font leurs filiales et leurs sous-traitants sur le territoire européen. Alors, ce qu'on demande aux Européens d'un côté, pourquoi pas le demander à toutes les entreprises, sachant que ces entreprises ne feraient que se plier à ce que demande en définitive l'OCDE ou l'Organisation internationale du travail, et qu'il y a un groupe de travail à l'ONU qui essaie de proposer ces choses-là. Donc c'est simplement une avancée nouvelle des valeurs fondamentales, et en particulier le respect des droits fondamentaux au niveau européen, et c'est une avancée de la reconnaissance du fait qu'on est responsable de tout ce qui se fait au niveau de l'entièreté de la fabrication. Le président de Corse, qu'on ne peut pas soupçonner d'être quelqu'un qui se pose des questions uniquement sociales, si je puis dire, disait lui-même, parce qu'il connaît bien le sujet, que pour être allé au Bangladesh dans les usines du type Rana Plaza, parce que malheureusement il y en a d'autres, il peut démontrer que même le fil, aujourd'hui qui sert à faire les t-shirts, est déposé par telle ou telle grande société. Il en cite quelques-unes qui savent très bien où ça va, dans quelles conditions se font le travail. Et donc, ça nous paraissait être tout simplement de l'ordre de l'équité, de la solidarité et d'une cohérence avec une directive européenne qui existe déjà, qui s'appelle la directive sur le reporting extra-financier, qui demande déjà un certain nombre de choses de transparence aux entreprises de plus de 500 salariés. Et ce qui va d'ailleurs beaucoup plus loin que la proposition de loi, enfin la loi aujourd'hui votée à l'Assemblée nationale, qui, elle, ne demande des comptes, si je puis dire, qu'aux entreprises qui ont entre 5 000 et 10 000 salariés. Donc, vous voyez bien que c'est quelque chose qu'il faut tout simplement prendre en compte, qui est, et c'est vraiment important de le savoir, quand on fait quelque chose dans un pays, il faut, si on ne respecte pas les lois sociales et les lois environnementales qui sont les nôtres dans nos propres pays, quelque part, on n'est pas responsable du travail, et pourtant on est tous solidaires, me semble-t-il, où on devrait l'être. Voilà. Je rebondis sur ce que vous disiez concernant ces seuils. En vertu de ces seuils, finalement, il y a seulement 150 à 200 grands groupes français qui sont concernés par la loi. Guy Orange, que faut-il penser de ce seuil? Pourquoi ce seuil? Et la loi apparaît finalement comme une révolution en faveur des droits de l'homme, mais elle ne concerne qu'une poignée de grands groupes. Que faut-il en penser? Une poignée de grands groupes, je dirais, c'est déjà pas mal. Nous sommes des pragmatiques. Mais il est clair que je ne vois pas pourquoi la mise en cause ou simplement l'exercice de la responsabilité ne serait pas proposée à tout le monde. Elle est proposée à tout individu, quel qu'il soit, à travers ses actes, ce qu'il fait ou ce qu'il ne fait pas. Je ne vois pas pourquoi la personne, alors morale, entre guillemets, qui est une entreprise, n'aurait pas à répondre de sa responsabilité. Et vous avez parlé des droits humains ou des droits de l'homme, ça me semble très important. Ce n'est pas pour nous une espèce de fantaisie anti-entreprise. Nous vivons du travail des entreprises, les sociétés en vivent, donc c'est très clair. Mais c'est pour tous ensemble, et c'est bon que nous soyons, je dirais, de situations, de responsabilités différentes autour de cette table. C'est vraiment le respect de la dignité de la personne. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas à ces droits de l'homme? Alors moi je suis un vieux routier des droits de l'homme, donc vous y croyez encore après 40 ans? Oui, j'y crois encore, parce que je crois qu'on ne peut pas construire une société, surtout aujourd'hui.
Société bouleversée, société éclatée, société en pleine concurrence, société difficile. Le monde est difficile aujourd'hui. On ne peut pas la construire si on n'a pas un minimum de boussole. Et pour moi, la boussole, elle est très claire. La dignité de la personne, ce n'est pas un slogan. C'est essentiel pour mes 5 petites filles, c'est essentiel pour chacun de nous autour de cette table, mais c'est essentiel pour les 450 partenaires que le CCFD Terre solidaire accompagne sur tous les continents du monde. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas un luxe. Donc ce seuil, oui, il va falloir un jour qu'il bouge, puisque ce qui est en tout cas en cause, c'est la responsabilité au nom des droits de la personne. Et je crois que là, je termine là-dessus, peut-être une première, ce que je voulais partager, c'est la responsabilité de la société civile. Souvent, vous savez, la société civile, c'est le poil à gratter, c'est mais qu'est-ce que vous venez faire, mais vous nous empêchez de faire des affaires, or il faut bien qu'on donne du travail à la société. Tout ça, c'est vrai. Mais heureusement qu'il y a la société civile. Et un de nos combats, et là j'emploie le terme volontiers, c'est que la société civile aide le pouvoir politique, les responsables politiques, à reprendre la main sur la régulation économique. Et ça, pour nous, c'est fondamental. Ce n'est pas de droite ou de gauche que de dire simplement une autorité politique doit pouvoir se sentir en responsabilité de réguler, car on est tous prêts à faire des abus. Individus, sociétés, entreprises, c'est une évidence. D'où la nécessité de ne pas laisser tout le pouvoir à des très grands groupes dont je peux vous dire, parce que je parle au nom de ces 450 partenaires africains, asiatiques, latino-américains, que parfois, ils ne voient pas la réalité du sort des personnes qui sont là dans leur entreprise. Donc, au nom de la dignité, au nom du politique au sens noble du terme, je crois que oui, les seuils évolueront, la loi évoluera, mais nous qui sommes toujours très exigeants, c'est un premier pas, et prenons-le au sérieux, qui que nous soyons. Sandra Cossard, quel a été le rôle des ONG, mais aussi des associations, dans l'élaboration de ce projet? Est-ce que vous êtes, dans une certaine mesure, un peu aussi à l'origine de ce projet, et est-ce que vous avez eu voix au chapitre? Disons que je pense que la prise de conscience de la société civile s'est faite aussi à travers la prise de conscience des associations, que ce soit organisations non gouvernementales ou syndicats. Et je voudrais souligner que justement sur ces sujets-là, les syndicats sont venus et ont monté en puissance sur ce sujet de la RSE et de la responsabilité des entreprises, alors qu'auparavant, ils étaient plus sur des sujets annexes. Oui, il y a une, je pense, par cette prise de conscience et par aussi la professionnalisation du milieu des organisations, une participation à la construction de la norme, puisqu'aujourd'hui, en fait, ce qui vient d'être dit est vrai, c'est que on ne peut pas laisser la construction de la norme uniquement au pouvoir économique. Et je pense que toute la dynamique autour de la responsabilité sociale des entreprises, c'est ça. C'est-à-dire que les pouvoirs publics se sont un peu délestés de leur rôle fondamental de légiférer sur d'autres acteurs. Et là, c'est la reprise en main, je pense, par le pouvoir politique de la capacité à organiser la solidarité internationale et pas uniquement les intérêts économiques. Donc oui, on est assez fiers d'avoir pu participer en collaboration avec beaucoup d'universitaires, de juristes éminents à la construction de ce projet de loi. Il y a eu plusieurs versions. On pourra revenir, je pense, dessus, parce qu'on a regretté l'abandon pour des raisons politiques de la première version, qui avait été déposée par Daniel Auroy et le groupe des Verts le 29 janvier. En raison de pression, en raison de pression, et de pression notamment sur le gouvernement, qui a lui aussi fait pression sur les députés pour que ce texte ne soit finalement pas adopté. Et c'était un texte pourtant qui avait été déposé par les 4 groupes parlementaires à l'origine. Ensuite, il y a eu un nouveau travail qui a été fait autour d'une seconde version qui semblait plus raisonnable à certains, et notamment au pouvoir politique, et qui a donc été discuté et voté le 30 mars dernier. Justement, un des arguments qui est souvent mis en avant et qui, du côté des entreprises, dont vous êtes quelque part un peu le porte-parole, Laurent Corbier, ce soir, c'est la question de la compétitivité. Et pour des raisons de compétitivité, justement, les grands groupes ont des filiales dans les pays en développement, c'est un fait. Quels sont, selon vous, Laurent Corbier, les dysfonctionnements éventuels liés à ce système ? Attendez, je vais peut-être, si je peux me permettre, je voudrais quand même
Pardon, il y a beaucoup de pollen autour du Collège des Bernardins. Si je peux me permettre, je vais quand même essayer de dire en 2 mots ce sur quoi je suis d'accord et ce sur quoi on peut être que d'accord et ce sur quoi on est en désaccord. C'est que sur l'objectif qui est poursuivi, on est complètement d'accord. Je veux dire, le fait de... Vous avez, madame, utilisé le mot responsable. On est des responsables. Donc les entreprises, dans leur grande majorité, sont responsables. Il y a quelques cas, effectivement, qu'il faut régler, mais dans leur grande majorité, les entreprises sont responsables. Le mot responsable, c'est un mot auquel je m'associe moi-même et beaucoup de mes collègues depuis très longtemps. Donc ça, c'est le premier point. Et par contre, le fait de déployer les bonnes pratiques, déployer la RSE, déployer de la vigilance, etc., la réponse, c'est oui et 3 fois oui. Donc sur l'objectif, il n'y a aucun souci. Mais non, mais le Rana Plaza est un... Non, absolument, mais le Rana Plaza est un accident. Et Auchan de dire qu'il n'était pas responsable. Non, il faut regarder effectivement tout le détail du Rana Plaza. Et puis je ne parle pas effectivement pour des sociétés individuelles, évidemment. Simplement, je voudrais dire que autant on est d'accord sur cet objectif, autant il ne faut pas penser que tout a démarré au moment du Rana Plaza. Les entreprises déploient de la RSE depuis des années, bien avant le Rana Plaza. Et il y a eu effectivement une explosion de cette prise de conscience. Pourquoi inscrit dans la loi alors ? Pourquoi ça leur posait problème que ce soit pas inscrit dans la loi ? Parce qu'il y a d'autres voies que de légiférer, madame, nous le pensons, bien sûr. Et il y a notamment tout un tas d'initiatives qui sont déployées par des entreprises depuis de nombreuses années. La plateforme, d'ailleurs, a eu la très bonne idée d'auditionner un certain nombre d'entreprises, même beaucoup, dans de secteurs divers qui montrent qu'ils font des choses, qu'ils font plein de choses. Et donc, ce qu'on pense, et je vais revenir juste sur votre point, c'est qu'au moment où il y a un foisonnement d'initiatives sur la base des principes de l'OCDE pour les entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations Unies sur les droits de l'homme, au moment où, à la suite de ces 2 séries de principes, il y a un foisonnement d'initiatives, à la fois au niveau de l'Europe, au niveau international, avec le traité, etc., le projet de traité, et on se demande pourquoi, d'un seul coup, on isole la France en faisant voter une loi qui présente quand même un certain nombre d'incertitudes et d'insécurités. Et pourquoi, effectivement... Au niveau de la compétitivité, au niveau... c'est d'abord essentiellement de l'insécurité juridique, parce qu'on ne sait plus très bien à quel dommage exactement, quel risque, quelle gravité, etc., on va être confronté. Mais surtout d'imposer à des entreprises françaises, de façon unilatérale, des choses qui n'ont pas beaucoup d'équivalent. Ils font déjà des choses, largement. En Grande-Bretagne, les entreprises font déjà des choses. Attendez, ils font des choses, mais des choses, si vous voulez, sur des champs moins élargis, moins larges. Hein, le fait d'imposer une loi sur un champ aussi large, c'est quand même du jamais vu. Et donc, ce que je voulais dire pour terminer, c'est que, puisqu'il y a des initiatives qui sont très louables et... j'ai bien entendu ce que vous avez dit au début de votre intervention. Au niveau de l'Union européenne, c'est un peu paradoxal quand même d'avoir commencé par mettre en place quelque chose au niveau législatif français. Extra-financier, c'est la même chose pour reporting extra-financier. Attendez, d'autant, et puis je m'arrête là, d'autant qu'il y a en ce moment en France 2 autres initiatives parallèles. C'est curieux, donc l'ordre des choses est un peu curieux, qui sont l'établissement d'un plan national de la RSE et d'un plan national pour les droits de l'homme. C'est en cours en ce moment. On a même entendu ce matin l'ambassadrice en parler. Et donc, il y a des choses qui se font, mais on a l'impression qu'il fallait faire quelque chose d'un peu, si vous voulez... Justement, sur ce point, il y a des choses qui se font. Je pense que ce qu'il faut noter d'un point de vue plutôt global, c'est que ce qui s'est fait sur les 10 ou 15 dernières années, c'est un mouvement de responsabilité sociale des entreprises, où là, les acteurs publics et les acteurs privés se sont plus ou moins mis d'accord que, ce que je disais tout à l'heure, l'élaboration de la norme pouvait se faire par les acteurs privés eux-mêmes, donc on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, on est sur des règles de ce qu'on appelle de droit mou, de soft law, où il n'y a pas de contraintes. Donc, en effet, ce sont des règles qui sont utiles, hein, comme les principes directeurs de l'OCDE, mais dans la mesure où vous n'avez pas de sanctions et pas de contraintes, il n'y a aucun moyen de contraindre l'entreprise à un moment donné, s'il y a eu violation de droit, de faire en sorte qu'elle indemnise, par exemple, les victimes. Nous sommes familiers des procédures de l'OCDE et donc des principes directeurs, et nous avons utilisé le mécanisme de plainte. À partir du moment où une entité, par exemple d'un groupe, décide, alors même qu'il s'est engagé
engagé devant le point de contact national de ne plus continuer les négociations. Vous avez beau avoir passé 5 ans dessus, et, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc on considère aujourd'hui que le droit mou a des avantages, mais il n'est pas suffisant, il faut du droit dur. Et je pense qu'il faut saluer là le courage des députés d'être allés au-devant des lobbies justement patronaux et d'essayer de lancer. En effet, il ne faut pas que les entreprises, enfin que la France soit unique, mais ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, en Angleterre, il y a une jurisprudence qui est très claire sur la responsabilité des sociétés mères pour les activités de leurs filiales. Il y a une initiative en Suisse. Il y a les plans nationaux d'action, en effet, qui ont été commandés par l'Union européenne. Et il y a aujourd'hui 7 pays qui ont pris ces initiatives. Et tous les pays n'ont pas légiféré, mais nous avons besoin de légiférer parce que c'est le droit français qui est ainsi fait que, je voudrais le rappeler aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de cette loi-là? C'est qu'aujourd'hui, le droit des sociétés est fait de l'autonomie de la personnalité morale et la responsabilité limitée. Et ces deux piliers-là font qu'aujourd'hui, quand vous avez un accident à l'autre bout du monde, alors qu'il a été impulsé souvent par un groupe, et donc une tête de groupe qui est en France, on ne pourra pas venir rechercher la responsabilité de la société mère. On peut peut-être ajouter qu'il y a aussi déjà des choses au niveau européen. C'est pour ça que quand vous dites qu'il n'y a rien au niveau européen, je vais vous donner un exemple. Le 20 octobre 2010, il y a un règlement qui impose aux importateurs de bois, vous le savez comme moi, la mise en place de ce qu'on appelle un système de diligence raisonnée, de façon à protéger effectivement un minimum la forêt, de même qu'il y a contre les diamants du sang, etc., etc. L'Europe a déjà fait des choses. Donc, quand vous dites non mais la France ne peut pas partir toute seule, on vous dit la Grande-Bretagne a fait des choses, la Suisse a fait des choses, le Canada a fait des choses, l'Europe a fait des choses dans certains domaines. On redemande à partir de ce qui est voté à l'Assemblée nationale, et je l'espère bien qu'il va être pris en compte par le Sénat, et ça c'est au gouvernement de le présenter au Sénat, il faudra aller plus loin, être plus cohérent par rapport à l'Europe, d'où, et je vais vous en remettre un exemplaire tout à l'heure, cette proposition donc de rapport qui a été faite pour la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale et qui est aujourd'hui donc votée à l'unanimité par la Commission des lois et qui justement demande à l'Europe, et il va falloir que nous trouvions des alliés, c'est-à-dire d'autres parlements qui veuillent bien faire la même chose, de façon à ce que la Commission européenne puisse soumettre une directive. Mais c'est la même procédure qui s'était faite, grosso modo, au niveau du reporting extra-européen. La France était partie la première, et aujourd'hui, c'est la directive sur le reporting extra-financier qui donne quand même des informations de la transparence, c'est au niveau de toute l'Europe, et même l'Europe exige plus de la France que ce qu'elle avait voté dans un premier temps. C'est aussi ça l'évolution de la loi. Mais c'est de la loi dure. La soft law, c'est de la bonne volonté. Les bonnes pratiques, c'est un truc qu'on connaît par cœur au niveau de l'Europe, mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Sans vous arrêter, je trouve que cette espèce de contradiction ou de tension entre droit dur ou droit mou, ça n'a pas de sens. Le droit mou, c'est à votre bon cœur, monsieur, dame. Et c'est bien, il faut commencer comme ça. Mais le propre du droit, si on pense qu'il y a un enjeu de droits de l'homme, si on pense qu'il y a un enjeu de régulation, le propre du droit, c'est d'être contrôlé, et non pas d'être contrôlé par soi-même. Moi, quand je fais une bêtise, c'est pas mon contrôle à moi, ça c'est ma conscience, c'est une autre paire de manches. Donc le propre du droit, c'est pour ça que tout droit ne peut être que dur, en ce sens qu'il est forcément contrôlé et il est forcément, voire sanctionné par une autorité extérieure. Donc, soit on rentre dans cette idée qu'il y a une responsabilité qui juridiquement peut être constatée. Il ne faut pas, à ce moment-là, pousser des cris d'orfraie sur le fait que le droit, il va jusqu'à contrôle extérieur, jusqu'à une sanction. Je veux dire, c'est quand j'exerce, je le répète, ma responsabilité. Moi, quand je fais une faute dans la circulation de la route, c'est pas du droit mou. Je vais passer au tribunal. Donc, ne nous affolons pas, que les entreprises ne s'affolent pas parce que le droit est appliqué, il est contrôlé. Et pas uniquement par leur bonne conscience à elles, et ils en ont sans doute autant que nous, mais le propre du droit, c'est le regard extérieur. C'est pas normal. Alors, à ce moment-là, si vous me permettez, je réponds donc en un mot au sujet compétitivité. C'est que j'entends bien ce que vous dites, mais d'un autre côté, si effectivement il y a des mesures donc contraignantes qui sont prises, il faut, dans l'environnement actuel, et vous avez dit vous-même que c'était pas simple en ce moment, qu'elle soit appliquée à toutes les entreprises qui sont dans un secteur extrêmement concurrentiel. Aujourd'hui, il faut quand même vérifier, et ça ne s'applique pas d'ailleurs qu'au sujet RSE, ça s'applique dans bien des domaines.
il faut que les entreprises françaises soient traitées sur un pied d'égalité avec leurs concurrents, notamment hors Europe, mais européens aussi. Non, vous vouliez européen, maintenant vous voulez hors Europe. Ah ben non, et mais, après vous direz hors planète. Non mais parce que c'est quand même un peu mais ridicule. attendez, Je suis désolée. non, ne me dites pas que c'est ridicule. Non, écoutez, Vous aviez dit la compétition internationale, elle existe. Il y a donc des règles qui doivent être faites au niveau de l'Europe. Vous aviez dit que fait l'Europe. On questionne l'Europe et vous dites ah non mais c'est pas suffisant. Madame, voilà. s'il vous plaît. C'est un petit peu ça. C'est un peu de fuite en avant, on va dire. Non, j'ai dit que l'Europe faisait plein de choses. J'ai même cité, c'est même écrit sur mon papier, il y a un foisonnement d'initiatives en Europe. Et ma question, c'était pourquoi n'attend-on pas de voir se façonner le cadre européen pour justement commencer à prendre des dispositions contraignantes en France, alors que les entreprises françaises, je vais le rappeler ici, parce qu'il faut le noter quand même, sont au-dessus de la moyenne, d'une façon générale, il y a des tas d'études qui le montrent, sur les thèmes de la RSE par rapport aux moyennes de l'OCDE, et sont très bien placées en Europe. Donc les entreprises françaises n'ont pas à rougir du tout de ce qu'elles font, de façon volontaire, et puis c'est pas à votre bon cœur, monsieur, dame, monsieur, je m'excuse, mais c'est qu'une fois que les entreprises ont pris des engagements, elles les respectent. C'est le curseur de la responsabilité, justement, parce qu'elles prennent des engagements, mais selon avec quel curseur? Où est-ce qu'elles placent le curseur de la responsabilité? Est-ce que vous acceptez que la société civile vous pose des questions pour dire évidemment, là, votre responsabilité est engagée? Et si on accepte ce questionnement, eh bien, ça ne peut que prendre une mesure juridique, une mesure de contrôle extérieur. Sinon, je maintiens mon expression un tout petit peu triviale, à votre bon cœur. Moi, je peux me dire, moi, le code de la route, je fais comme je veux. Bien sûr, je vais le respecter parce que je préfère ne pas écraser ma voisine, parce que j'aime bien ma voisine, mais je fais comme je veux. Non, c'est la différence entre du droit et ce qui peut être une conduite de conscience personnelle. Et je le répète, je reconnais aux entreprises leur propre conscience. Mais je pense qu'il est fondamental que la France donne l'exemple dans cette... oui, les risques peut-être qu'elle prend en disant mais nous ne sommes pas simplement là sur une petite ligne de bien faire ou de faire mieux, nous sommes là sur une ligne d'exigence. Et ça s'appelle responsabilité. Et ça Ce qu'il faut souligner aussi, c'est qu'à l'heure où on est tous de plus en plus responsables, qu'on soit parents pour les enfants, qu'on soit instituteurs pour les élèves, qu'on soit maire d'une ville, on est tous de plus en plus responsables. Et les acteurs économiques, qui sont pour certains plus puissants que les États, pourraient échapper à cette responsabilité. Et ça, aujourd'hui, je pense que vous avez parlé de solidarité, ça n'est plus acceptable. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un mouvement. On peut partir en effet des principes directeurs des Nations Unies, le renforcement des principes directeurs de l'OCDE, qui sont pour certains des mouvements plutôt, ce qu'on a dit, de normes volontaires. Mais on va vers cette contrainte où il faut que les acteurs économiques puissent rendre des comptes de leurs impacts négatifs. Et c'est quoi ce devoir de vigilance autre que vous avez des impacts négatifs, il faut les prévenir, donc éviter que ça arrive, et si ça arrive, il faut qu'il y ait réparation pour les victimes. C'est assez simple en fait comme système. Il y a la responsabilité des acteurs économiques, il y a aussi la responsabilité des consommateurs. Est-ce que vous avez le sentiment que cette loi va nous aider à prendre conscience de notre responsabilité vis-à-vis de ceux qui fabriquent nos vêtements? Est-ce que finalement on va changer nos comportements? Alors, les vêtements, je pense que c'est un exemple qui est le plus classique et puis parce qu'il y a eu le drame du Rana Plaza. Moi, je suis désolée, mais la première fois que j'ai rencontré la FEP, qui est la structure qui, grosso modo, représente le MEDEF, j'ai parlé de gens qui meurent. Et l'Association française des grandes entreprises. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai parlé de gens qui meurent, on m'a répondu CAC 40. Si vous voulez, aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas entendable. C'est exactement... Et du coup, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, la loi dise que quand on prend la responsabilité directe ou indirecte, parce que très souvent, si on prend certaines grandes entreprises, effectivement, dans leur charte à elles, c'est impeccable, et ça rejoint ce que vous disiez, il y a des engagements pris, il y a des entreprises exemplaires, il y en a plein, effectivement. Qui font de la vigilance. Qui font de la vigilance oui, sur leurs propres employés. Mais quand on arrive, vous voulez qu'on regarde l'exemple du Qatar, etc. Quand on arrive, si je puis me permettre, oui. à des donneurs d'ordre, d'une part, qui sont donc nickel sur leurs propres troupes, si je puis dire, mais qui, sur les filiales, sur les sous-traitants ou sur les fournisseurs, ne regardent pas tant ce qui se passe et découvrent avec surprise, entre guillemets, qu'il peut y avoir des drames, je trouve qu'il vaut mieux que la loi tranche, comme ça tout le monde est clair, et ceux qui sont exemplaires, justement, seront protégés par la loi, puisque, je le répète, il y a déjà des exemples au niveau européen qui font qu'on a déjà des exemples qui fonctionnent
J'ai donné l'exemple du bois, je peux donner d'autres exemples sur des métaux, puisque vous êtes dans ce domaine-là, qui démontrent que quand la loi est passée par là, ce sont des directives européennes ou des règlements européens, donc c'est de la loi, c'est du dur, et ça fonctionne. Pardon. Je peux vous donner d'autres exemples où ça ne fonctionne pas encore très bien en termes de projet. Il y a ce fameux règlement sur les minerais de conflit. C'est moins que pas clair, comme on dit, en termes d'application, d'applicabilité, si je puis dire. Donc tout le monde se cherche un petit peu sur la meilleure façon de faire tout ça. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des voies autres que la voie coercitive qui peuvent être mises contraignantes, qui peuvent être mises en route. Eh bien, il y a notamment, et ça, la plateforme, et ça, on passe un petit peu sous silence. La plateforme RSE. La plateforme RSE, pardon, qui a été mise en place, qui est une instance très originale, multipartite, qui a permis d'avoir un certain nombre de discussions. Mise en place aussi, pardonnez-moi, je le rappelle, tout le monde n'est pas familier, mise en place par le MEDEF, par le gouvernement, sous l'égide du Premier ministre. Et donc, c'est une plateforme de concertation. Oui, tout à fait, mais donc et de dialogue. Il y a eu beaucoup. Non, absolument. Donc il y a eu plein il y a des choses qui ont été émergées de cette plateforme qui n'ont pas été retenues du tout dans les propositions. Je vais en citer une, par exemple. On a, ou deux. Il y a l'information et l'accompagnement à la fois de l'État, des collectivités, de l'État et des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un déficit d'information terrible de part et d'autre, de tous les côtés, sur quels sont les grands textes qui régissent les droits de l'homme, qui régissent la RSE en général. Donc aujourd'hui, il y a... Donc c'est responsabilité sociale des entreprises. Et effectivement, la plateforme RSE a un peu englobé, si vous voulez, les droits de l'homme, mais il y a d'autres composantes. Et donc, première chose, un effort d'information et de prise de conscience sur ce qui se passe. Et je vous donnerai peut-être un exemple très concret tout à l'heure. La deuxième chose, c'est qu'il y a une instance de médiation aujourd'hui qui s'appelle le point de contact national de l'OCDE, ici en France, qui fonctionne très bien. C'est un outil. Un outil n'est pas une règle. Mais c'est une voie de médiation qui permet aussi... Nous souhaiterions voir améliorer très nettement, comme il l'est dans certains pays d'ailleurs. Je suis la seule aujourd'hui ici d'organisation qui l'ait utilisé à maintes reprises, et donc je peux vous dire qu'après des années d'utilisation, cet outil ne fonctionne pas parce que les communautés impactées qui sont venues nous saisir pour qu'on les représente auprès du point de contact national, aujourd'hui, après des années, n'ont toujours pas eu de compensation ou de remédiation des demandes qu'ils faisaient. Donc non, ça ne fonctionne pas aujourd'hui, on ne peut pas dire. Parce que le groupe qui a été mis en cause à un moment dans une des affaires que nous portions a décidé, alors qu'il s'était engagé devant ce point de contact national français, de ne plus continuer parce que ça pouvait lui coûter cher, etc. Donc c'est ça le droit mou, c'est qu'à un moment donné, si l'entreprise décide de ne pas continuer à persévérer dans cette médiation, eh bien il ne se passe rien. Il y a quand même un sursaut, on parlait tout à l'heure de l'engagement, de la responsabilité aussi des consommateurs qui peuvent aller parfois jusqu'à boycotter des marques. Parfois, il y a je voudrais qu'on parle un peu de sagesse chrétienne, puisqu'on est diffusé sur KTO et Radio Notre-Dame. Guy Orange, comment le pape François se positionne sur ces sujets? Comment les chrétiens peuvent-ils agir pour que soient préservés les droits fondamentaux de la personne et le respect de l'environnement? C'est toujours un petit peu artificiel de prendre telle phrase du pape François, mais il est clair que le pape François, par exemple, quand il évoque la notion de déchets, c'est-à-dire de population ou de catégories dans une population qui sont considérées pour des raisons X ou Y comme on les passe au compte des pertes et profits. Il a à l'évidence en tête l'idée des travailleurs, en particulier d'un certain nombre d'entreprises. Et j'invite tout le monde à se procurer, c'est gratuit sur nos différents sites, le texte du discours du pape François du 28 octobre 2014, c'est tout récent, qu'il adresse au mouvement populaire. Et je l'ai noté ici, il dit « Attention aux idéologies qui défendent l'autonomie absolue des marchés, attention à la spéculation financière, attention à la fabrication de déchets. » Et si on n'est pas tout à fait du côté du pape François, je vais aller du côté du pape Benoît XVI, vis-à-vis du consommateur, voilà ce qu'il disait. Il est bon que les personnes se rendent compte qu'acheter est non seulement un acte économique, mais toujours aussi un acte moral. Donc oui, la question est posée à chacun de nous comme consommateurs, et c'est le rôle des ONG, des associations, etc., que de travailler, je dirais, la conscience des uns et des autres, mais il y a là une exigence, si elle est rappelée
vous rappeliez justement l'opinion des catholiques, si elle est rappelée avec cette insistance par l'autorité catholique, c'est parce qu'on n'est pas simplement dans un petit geste de gentillesse, on est dans l'essentiel. Et véritablement, aujourd'hui, si on veut lutter contre cette marginalisation de parties entières de la population, pourquoi ces 1100 femmes du Rana Plaza sont-elles mortes? C'est parce qu'elles étaient considérées comme, excusez-moi, comme étaient des marginaux ou des déchets possibles, parce que la veille, elles avaient demandé à ce que des mesures de sécurité soient prises, et comme ça coûtait de l'argent, on a dit non. Eh bien, il faut que ceci soit pris en compte, non pas simplement comme un petit geste de sympathie par rapport à ces pauvres femmes qui sont mortes et à leurs familles qui sont là aujourd'hui, mais par rapport à la dignité de nous-mêmes, à notre propre dignité. Donc là-dessus, les textes, je citais les derniers papes, mais c'est vrai depuis très très longtemps, les textes catholiques sont très très exigeants et là vraiment ils nous disent pas, c'est pas simplement, on peut pas négocier avec ça, c'est du bloc essentiel, c'est ce qu'on appelle la pensée sociale de l'Église. Je termine. Un autre texte, une autre petite partie de ce discours du 28 octobre 2014 du pape François, c'est, je l'ai noté ici parce que c'est souvent ce qu'on entend dire au CCFD. Vous savez, CCFD Terre Solidaire, quand c'est occupé des paradis fiscaux, qu'est-ce que j'entends? Avec une association catholique s'occupe de paradis, ça, à peu près d'accord, c'est son job. Mais qui s'occupe des paradis fiscaux, qu'est-ce que vient faire la fiscalité? Eh bien, voilà ce que dit le pape François. C'est étrange. Si j'en parle de ces questions sociales de responsabilité, certains disent que le pape est communiste. Ils ne comprennent pas que l'amour des pauvres est au cœur de l'Évangile. Une terre, un toit, un travail, une sécurité, c'est pour nous tous qui luttons, ce sont des droits sacrés. Exiger ça, c'est pas du tout étrange, c'est la doctrine sociale de l'Église. Donc je crois très important que non seulement le monde catholique, mais autour de lui plus largement, se nourrisse de cette pensée sociale pour montrer qu'il y a là des rendez-vous humains, des rendez-vous éthiques fondamentaux. Alors on entend cette pensée sociale, on entend cette exigence, je vous laisse parler tout de suite, on entend cette exigence, on entend cette nécessité d'aller de l'avant. Juste, je voulais me tourner vers Madame Roy avant de donner la parole pour comprendre quelle sera vraiment la réalité concrète de l'application de cette loi si elle est votée et pourquoi les politiques, certains d'entre eux du moins, semblent réservés et l'opinion courante si enthousiaste. Alors, si cette loi est votée, ça veut dire qu'effectivement, en France, il faudra que le gouvernement prenne les décrets d'application. Et en France, il y aura, c'est quand même pas grand-chose, mais c'est un pied dans la porte, si je puis dire. Et que peuvent entendre grand nombre d'entreprises, je vous rejoins là-dessus, c'est de dire, d'abord, chaque entreprise avec un grand nombre de salariés, on va pas revenir sur l'exemple qui a été donné, se doit d'avoir effectivement un texte qui donne les attendus nécessaires de la responsabilité, de sa responsabilité d'entreprise. Parce que l'idée, c'est ça veut dire qu'on est vigilant, ça veut dire que les filiales et les sous-traitants qui travaillent pour ces entreprises ou les fournisseurs ne sont pas indépendants et donc tout au long de la chaîne, il y a responsabilité du premier donneur d'ordre, c'est-à-dire de l'entreprise dont le siège social est en France ou en Europe, pour reprendre ces exemples-là. Et c'est inscrit dans le droit civil. Grosso modo, l'essentiel de la loi s'arrête là. Donc, le questionnement qu'on prolonge au niveau de l'Europe, donc en essayant de faire cette proposition qu'on appelle le carton vert, c'est-à-dire de voir si, avec d'autres parlements, on peut pousser la Commission européenne à faire un peu la même chose, et de dire, allons un peu plus loin, c'est-à-dire, regardons aussi ce qui peut se passer du côté du droit commercial, regardons comment établir la solidarité tout au long de la chaîne de production, parce que c'est de ça qu'il est question en définitive, que ce soit pour les droits humains ou pour les droits de l'environnement. Moi, je suis élu vous l'avez rappelé, du Puy-de-Dôme, avec une ville qui a une grosse entreprise qui s'appelle Michelin, qui, il y a quelques années, a eu un problème direct sous sa responsabilité du côté de l'environnement en Inde. Donc, il y a là aussi une série de questions à se poser. Et si je puis me permettre d'aller plus loin, non seulement au niveau européen, c'est en train de bouger, mais même le Conseil des droits humains de l'ONU est en train de réfléchir à une responsabilité et à quelque chose de contraignant, dit aussi au niveau des règles internationales. Comme ça, vous voyez, l'entièreté de la chaîne sera couverte. On peut commencer en France, ça sera fait en Europe, et j'espère bien, parce que l'ONU travaille dessus, ça sera fait au niveau international. Donc nous sommes tous dans le sens de l'histoire. C'est tellement simple quand on vous écoute. Sur le droit des consommateurs, en fait, parce que sur l'affaire du Rana Plaza, justement, nous avons travaillé dessus.
Et je voudrais montrer qu'en fait, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de normes contraignantes et de règles qui permettent d'appréhender la responsabilité des sociétés mères, qui, je rappelle, fonctionnent comme des entités économiques, des groupes, mais dont le droit ne colle pas à cette réalité économique. Donc sur le droit des consommateurs, aujourd'hui, il y a une possibilité que nous avons testée par le biais d'une action, d'une plainte contre Auchan pour son implication dans le drame du Rana Plaza, qui était sur la base de la publicité mensongère, donc un article du Code de commerce. Pour démontrer que dans ces codes éthiques, donc là on revient sur des codes, mais qui sont uniquement des déclarations volontaires de l'entreprise, où là très souvent elle se part des meilleures vertus pour montrer que c'est un discounteur responsable, en l'occurrence pour cette entreprise, mais la plupart le font, et que vous mettez en parallèle ce qui se passe à l'autre bout de la chaîne de sous-traitants, et là vous voyez le drame du Rana Plaza, vous dites qu'il pourrait y avoir publicité mensongère. Sauf que la plainte que nous avons déposée, finalement, a été classée sans suite. Et donc, on peut voir aussi une certaine frilosité quand même. Parce qu'il n'y avait pas les armes juridiques. Voilà, ou une certaine frilosité aussi du monde judiciaire. Donc, l'idée, c'est de revenir, de montrer que les codes éthiques ne sont pas suffisants, ou qu'il faut les armer juridiquement, ou qu'il faut une proposition de loi sur le devoir de vigilance. Et sur cette question donc, du drame du Rana Plaza et de l'implication d'Auchan, je vous informe juste que demain, nous constituons partie civile, justement, dans cette affaire, avec nos partenaires, parce qu'on voudrait la nomination d'un juge d'instruction qui puisse faire la lumière sur ce qui s'est passé. Oui, moi je voudrais juste ajouter quelque chose. J'avais un petit peu commencé là-dessus tout à l'heure, mais je crois que au-delà de toutes les mesures qu'on peut prendre et de projets de loi, de propositions de loi, il y a quand même des efforts qui aujourd'hui ne sont pas faits ou sont faits de façon insuffisante. J'y reviens sur l'information, sur l'accompagnement, y compris au niveau des États. Puisque vous avez cité Le Monde tout à l'heure, vous avez dû voir aussi dans Le Monde il y a 2 jours que la plupart des responsables du Bangladesh, alors là, les propriétaires des murs, les gens qui étaient chargés des contrôles, etc., ont été inculpés parce qu'il y a manifestement un déficit aussi de gouvernance locale. Je crois que des inspecteurs du travail au Bangladesh, il y en a moins d'une vingtaine. Donc il y a vraiment un effort que là, les États peuvent faire aussi. Par exemple, je ne sais pas... les travailleurs dans ces États. Attendez, madame, je voudrais simplement dire qu'il y a un gros effort d'information, de sensibilisation, d'accompagnement et de financement d'une mise à niveau d'un certain nombre d'États sur leur propre gouvernance. Et puis, j'ajoute, et je termine par là, que c'est vrai aussi des entreprises. Les mises à niveau des entreprises, c'est très important. J'y reviens, l'information, la sensibilisation. Parce que vous citiez tout à l'heure l'exemple de la Grande-Bretagne qui était assez en avance. Oui. Il y a une enseigne qui, pour le coup, fait office de bon élève, si on peut dire, c'est Marks & Spencer qui a été élue enseigne la plus éthique. Et alors là, pour le coup, les dirigeants se targuent de connaître chaque usine au Bangladesh, d'être en mesure de donner la date de la dernière visite de contrôle, d'indiquer les normes de sécurité. Donc, ce n'est pas mission impossible. Non, c'est pas mission impossible. Alors, sauf si effectivement on rentre dans ce qu'on appelle le cascading. Spencer, c'est même positif. Bien sûr, mais le secteur de l'habillement est sans doute un peu particulier là-dessus, mais il y a du cascading que quand vous avez un sous-traitant du sous-traitant qui commande, etc., oui. C'est très compliqué à vérifier. Les contrôles... Mais pourquoi il y a un sous-traitant de sous-traitant? Non, mais parce qu'ils ont décidé de sous-traiter... Enfin, bon, c'est très compliqué, et le cascading est très compliqué à vérifier. Juste, je voudrais terminer là-dessus, c'est que je reviens à cette histoire parce que je pense qu'on n'y échappera pas, à une plus grande sensibilisation à la fois des pouvoirs publics, des entreprises, etc. Je vais vous donner juste une anecdote, pas pour raconter ma vie, mais pour vous dire que c'est du concret. Je connais parfaitement bien cet endroit, le Collège des Bernardins, et notamment son sous-sol, parce que dans le sous-sol de ce Collège des Bernardins, il y a 10 entreprises françaises qui, il y a quelques années, ont fondé une association qui s'appelle Entreprises pour les droits de l'homme, qui existe toujours. On l'a auditionné plusieurs fois dans le cadre de la plateforme RSE, et qui a décidé, première chose qu'elle a décidé, à part de traduire effectivement tout ce qui existe en langage anglais en français pour que ce soit assimilable par les entreprises françaises, mais la première vraie action, ça a été de créer un module de formation pour cadres dirigeants des entreprises. Et ça se passait au sous-sol, et donc il y en avait un par mois, qui se passait au sous-sol de ce bâtiment. Heureusement, on n'a pas attendu le drame du Rana Plaza. Certaines entreprises, du moins, n'ont pas attendu ce drame pour faire des choses. Mais justement, est-ce que cette loi va entraîner un changement organisationnel au sein des entreprises? Concrètement, comment les sociétés vont-elles faire pour se soumettre à ces nouvelles exigences? Il va falloir une valeur ajoutée aussi pour vous. Est-ce que ça ne sera pas une valeur ajoutée? Je crois qu'il va... D'abord, je pense que tout le monde reconnaît que le plan de vigilance, un plan de vigilance dans une entreprise est important. Il y en a qui existent déjà, d'autres qu'il faut renforcer, d'autres qu'il faut sans doute
déployer de façon plus globale. Donc la notion de plan de vigilance et de surveillance, oui, mais sur quoi ? Aujourd'hui, il n'y a pas de référentiel, on ne sait pas ce qu'on va mettre dans ce plan de vigilance. Les dommages en question, on ne sait pas quels ils sont. Non, madame, aujourd'hui, si vous êtes dans un pays qui n'a pas les mêmes référentiels, il va falloir qu'on mélange ça avec des référentiels. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis simplement ça ajoute. Il y a déjà ne serait-ce que les références au CDE, je dis simplement, ça fait pas mal quand même. Oui, mais je dis simplement que les entreprises qui travaillent à l'international, qui sont aussi, ça apporte de la valeur en France, elles sont confrontées à la coexistence de plusieurs règles, de plusieurs lois. Il y a les lois du pays, il y a effectivement des principes directeurs et des engagements volontaires. Et donc, il y a tout ça qui fait que le travail d'une entreprise... Il faut attendre que les autres aient fait et nous, on ne peut rien faire. Non, pas du tout, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Je vois que certaines entreprises savent contourner aussi quand elles le veulent bien. Donc, enfin, la loi, elle n'est pas à géométrie variable selon ce qu'on a envie de l'appliquer ou pas de l'appliquer. On sait très bien que certaines entreprises... Sensibiliser les pays. Bon, là, je peux parler au nom des 450 partenaires du CCFD Terre Solidaire. Je peux vous dire que ces partenaires, pour sensibiliser leur propre opinion publique, pour sensibiliser leurs responsables, ils comptent beaucoup sur la loi française. Parce que c'est très important. Ben, vous voyez, la France peut le faire. Et je peux vous dire, pour quelqu'un qui se bagarre, je pense à aujourd'hui des gens au Congo démocratique, je pense à d'autres en Colombie ou encore en Thaïlande, y compris donc un autre type de pays. C'est très très important pour ces partenaires qu'un exemple soit donné, qui soit donné sur la base juridique. Et là, un texte français a tout son sens, y compris... Ça peut être au profit des entreprises, car ça peut être effectivement un argument de vente, mais y compris au niveau de la présence de la France dans la sphère mondiale. Donc il ne faut pas négliger ça. Pour sensibiliser ces opinions d'autres pays, je vous assure que cette loi française, si on arrive vraiment à la pousser jusqu'au bout, elle peut être un excellent agent de sensibilisation. Ça pourrait être comme une espèce de fer de lance d'une mondialisation responsable pour la France. Mais responsable, c'est-à-dire que la plupart des sociétés civiles avec lesquelles nous travaillons en Europe et dans d'autres pays, enfin d'autres continents, nous ont dit vous avez été vraiment vous avez donné un souffle et un fer de lance, comme vous dites, pour mobiliser aussi les autres opinions publiques et mobiliser les pouvoirs publics dans leur pays. Donc d'autres pays ont essayé de jouer Si je peux prendre un exemple européen, la directive sur les travailleurs détachés, qui était une directive qui, grosso modo, fait qu'à l'heure actuelle, encore, dans certains domaines, sont employés des Roumains, par exemple dans les transports, pour prendre un exemple concret, qui sont bien sûr pas du tout ni dans les conditions sociales, ni dans les conditions de travail, qui sont celles de la France, et qui sont employés par des entreprises françaises. Ça, c'est quelque chose qui... peu à peu apparu insupportable, d'autant que ça fait disparaître un paquet d'emplois en France, en particulier des PME ou des artisans. Donc, dans cette logique-là, parce qu'il y a eu une prise de conscience, au niveau au moins de la construction, l'Europe a décidé qu'il y avait responsabilité des grands donneurs d'ordre dans le bâtiment par rapport à leurs filiales et à leurs sous-traitants. Je vous donne un exemple concret. Dans ma ville de Clermont-Ferrand, il a été construit il y a quelque temps un grand centre commercial. On a découvert que les travailleurs qui étaient portugais, c'est pas très exotique, hein, et africains, étaient payés 2,50 € de l'heure. Et vivaient dans des Algeco, et il fallait qu'ils payent 90 € par mois de loyer. C'était ça la réalité. Et l'entreprise donneuse d'ordre a dit « Ah non, mais attendez, c'est pas moi, c'est mon sous-traitant qui a fait faillite, c'est comme ça qu'on a découvert l'affaire. Et ça, moi, je n'y suis pour rien. Moi, je n'y suis pour rien. » Aujourd'hui, avec la directive européenne telle qu'elle a été modifiée, il y est pour quelque chose, il est responsable. Alors, ce qu'on demande pour les travailleurs européens, c'est bien normal qu'on le demande aussi pour les travailleurs des autres pays du monde. Un peu plus loin de nous, aux États-Unis, il y a eu la Dodd-Frank Act qui permet un contrôle depuis le sol américain de toute entreprise cotée aux États-Unis. Donc il y a des initiatives, il y a d'autres fers de lance, si je peux me permettre. Ce qui n'est pas le cas, si je peux me permettre, en termes d'extraterritorialité, ce qui n'est pas le cas de cette loi française qui ne s'attaque entre guillemets, qu'aux entreprises françaises. Donc c'est une extraterritorialité, si je puis dire, tournée vers la France. Non, mais vous avez la Yen Tort Claim Act aux États-Unis qui date de 1789.
et qui a été utilisé depuis les 20 dernières années et qui permet d'attraire justement les entreprises américaines qui auraient commis des dommages à l'étranger. Oui, non, mais pour vous montrer que ça existe aussi à l'étranger, on n'est pas les seuls. Aux États-Unis, par rapport aux États-Unis, ça existe. Alors vous nous dites, mais la France, pareil. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. On n'est pas opposé ni à la vigilance, ni etc. On pense qu'il y a d'autres manières d'y arriver, qu'il y a des manières incitatives qui peuvent être tout à fait intéressantes et qui en plus entraîneront sans doute beaucoup plus de filières que les quelques 200 entreprises qui vont être concernées par ce projet de loi. Donc la proposition que j'ai faite au départ, moi, c'était c'était plus large, c'était la référence européenne, c'était à partir de 500 employés. Là, ça si pose vous voulez le défendre avec moi, je vous assure qu'on sera très content. Ça pose d'autres soucis aussi, vous le voyez bien, tant que c'est pas plus loin. On est contre, mais c'est pas suffisant. Apparemment, le progrès continu et l'incitatif, c'est quelque chose qui n'a pas fait l'unanimité dans les débats pendant la plateforme RSE. Non, simplement ce qu'on dit, ça n'est pas suffisant au regard des dommages extrêmement graves qui ont été créés à la fois en termes environnementaux ou de droits humains ou sanitaires. Ça n'est pas suffisant. Vous ne pouvez pas venir aujourd'hui dire il y a des bonnes pratiques, nous avons tel et tel code de conduite. On voit par rapport aux dommages que ça n'est pas suffisant. Donc, faites des bonnes pratiques en effet, mais quand il y a des violations, il faut une responsabilité. Ça paraît assez quand même. Guy Orange, il nous reste 1 minute pour conclure. Je voulais vous laisser le mot de la fin. Madame Auroy parlait tout à l'heure de protection des travailleurs détachés. Au-delà de la protection des travailleurs, qu'en est-il de la protection des populations en général? Et est-ce que cette loi, selon vous, va garantir un meilleur développement? Une loi, en tant que telle, ce n'est pas elle qui fait le développement, mais elle peut permettre aux acteurs de développement de mettre en cause les responsabilités d'autres acteurs. Je pense à un certain nombre de multinationales, je pense y compris à une multinationale française qui aujourd'hui est en train de pourrir complètement un département entier, ce n'est pas un des départements dans le pays, dans la République démocratique du Congo, parce que ces installations pétrolières, elles fuient. Il y a des cuves qui ne sont pas étanches, donc vous savez que quand c'est pas étanche, toutes les saletés, ça va dans l'eau, ça va dans la terre, et les enfants, et l'eau, et tout ça. Donc oui, un vrai développement est possible si le principe de responsabilité, et j'insiste, de responsabilité contrôlée sur la base d'une norme juridique, qui est justement pour éviter tout l'arbitraire en plus, si ce principe de responsabilité est vraiment mis en œuvre. Alors c'est sur cette note positive que nous allons être contraints de terminer ce débat parce que l'heure tourne et qu'il touche à sa fin. Merci à tous les cas d'y avoir participé. La semaine prochaine, nous parlerons de recherche médicale, quelle posture éthique pour le chercheur face à la maladie, et nous serons en partenariat avec le Collège de France cette fois-ci. Bonne soirée à tous.